Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série sur les sagas, comme tous les ans, en plein mois d'août. Alors cette année, j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos que les autres années, enfin de détailler un peu plus les choses, puisqu'habituellement je vous présente mes sagas en cours en même temps que les sagas dans lesquelles je suis à jour. Bref, je ne fais qu'une seule vidéo autour de celle-là. Et là, cette année, quand j'ai vu que j'avais 17 sagas dans lesquelles je suis à jour, alors pas pour longtemps, parce que pour beaucoup, la suite paraîtra cet automne, mais je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant de séparer les choses, parce que je sais que j'ai aussi beaucoup de sagas en cours. Bref, je vous présente tout ça aujourd'hui et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Et ce que j'adore avec ces vidéos, c'est que au-delà de faire un point sur où j'en suis dans mes différentes lectures de sagas, et bien surtout, ça permet de vous montrer ce que vous allez pouvoir potentiellement trouver sur la chaîne plus tard. Donc si jamais cette vidéo vous plaît et que vous êtes intéressé pour connaître mon avis sur la suite de ces sagas-là, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque vous allez clairement m'entendre parler de tous ces livres-là dans les semaines et mois à venir. Alors j'ai classé cette vidéo par genre et on va commencer tout de suite avec le contemporain, et contrairement à ma vidéo sur les sagas terminées, je n'ai qu'une seule saga de contemporain dans laquelle je suis à jour. Il s'agit de Campus Drivers de C.S. Quill publié chez Hugo New Romance, où je suis à jour dans le 4e tome, enfin pas tout à fait puisque c'est ma lecture en cours, mais dès que je l'aurai terminé, je serai à jour. Enfin, pas pour longtemps parce que le tome 5 sort en septembre. Campus Drivers c'est une new romance dans laquelle on va suivre dans chaque tome un couple qui se forme donc autour d'une bande d'amis qui a créé une application Campus Drivers qui sert de taxi pour les étudiants et étudiantes d'université. Ça leur permet de rencontrer des personnes et à partir de ces rencontres-là, souvent il y a quand même des relations amoureuses qui se développent. C'est génial, c'est super frais, c'est léger, c'est plein d'humour. Merci C.S. Quill pour son humour et du coup je trouve que c'est un peu le livre idéal pour l'été ou même pour la rentrée si jamais vous voulez quelque chose qui soit dans le cadre universitaire. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le moment de tester. En plus, le 5e, c'est le dernier tome de la saga et il sort en septembre. Du coup, ça va être parfait pour ça. Bref, pour le moment, j'ai adoré les 4 premiers tomes. Mon préféré, c'est le 2e. Je mets un temps fou à lire ce tome 4 alors que je l'adore, mais juste je prends pas suffisamment de temps de lire. Et ça, je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé un petit peu mes vlogs ou d'autres vidéos que j'ai pu faire dernièrement. Je vous en parle assez régulièrement quand même, mine de rien, sur le fait qu'en ce moment, je ne prends pas assez de temps pour lire malheureusement. Et c'était donc le seul contemporain que j'avais à vous présenter. On passe maintenant à tout ce qui est imaginaire. Et dans ce genre-là, j'ai de la dystopie à vous présenter puisque j'ai lu Les Mobilisés, le premier tome de la saga absolue de Margot de Seine, publié aux éditions Big Bang. Le 2e tome paraîtra en novembre normalement, si je me trompe pas. Ici, on est sur de la dystopie, une histoire qui se passe sur les ruines de la Pologne, plus particulièrement centrée sur Varsovie, puisque Varsovie c'est devenu une ville close qu'on appelle la zone, un endroit où la chose règne. C'est une créature très particulière et tous les ans des personnes sont envoyées dans la zone pour essayer de combattre la chose. Personne n'en revient vivant. Ici on va suivre la 20e génération de personnes qui sont envoyées dans la zone et dont certains ne sont vraiment pas prêts pour ce qui va leur arriver. Tout ce qu'on sait c'est que les gens y vont mais n'en ressortent pas. Personne n'en est ressorti pendant les 19 générations précédentes et on va découvrir tout ce qui s'y cache, c'est génial. Presque un coup de cœur. Franchement, j'arrive pas trop à le situer parce que, vous savez, le coup de cœur c'est quelque chose de très particulier et en même temps je lui trouve pas forcément beaucoup de défauts si ce n'est qu'il y a beaucoup de personnages et parfois on s'y perd un peu. Mais franchement, c'est juste génial. J'ai été épatée par l'univers de Margot de Seine, j'ai vraiment apprécié la richesse de son récit, le fait qu'elle ait su exploiter à la fois des références géographiques et historique à bon escient dans son récit. Vraiment c'est juste génial et c'est une dystopie dont j'ai vraiment hâte de lire la suite cet automne. Et en fantastique, j'ai tout d'abord un roman jeunesse à vous présenter. Il s'agit du Cercle des Veilleurs, le premier tome de La Cité électrique de Sarah Andress publié chez Gallimard Jeunesse. C'est une histoire qui se passe à Londres en 1899 dans laquelle on va suivre des enfants orphelins qui se retrouvent en fait finalement à enquêter un peu pour comprendre des choses par rapport au passé de leurs parents et ils découvrent un genre de Londres magique, Londonium, un endroit où la lumière est une sorte de puissance magique en fait et c'est très intéressant. J'ai adoré le concept de cette histoire, j'ai vraiment bien aimé la manière dont l'ambiance était décrite, c'est à la fois un petit peu sombre, un peu inquiétant et en même temps parfois léger parce qu'on suit des enfants qui ont aussi un regard plutôt innocent dans ce qu'ils voient. En même temps, j'ai trouvé que c'était un livre qui était un petit peu mal classé et que j'aurais peut-être pas mis en jeunesse mais plutôt en début de young adult, histoire que les lecteurs soient un peu plus éveillés puisqu'ici c'est un roman qui est conseillé à partir de 10 ans et pour moi je pense qu'il correspondrait peut-être plus à partir de 12
13 ans, dans le sens où c'est pas forcément que le récit est difficile à lire ou quoi que ce soit, mais c'est plus par rapport aux thèmes qui sont abordés et aux choses que l'on voit ici, puisque l'on va quand même parler d'injection de mercure qui procure des pouvoirs phénoménaux. Moi ça me ferait bien peur de mettre ça entre les mains d'un enfant un peu innocent qui prendrait ça pour réalité et qui peut-être risquerait de le faire aussi, sachant que c'est toxique. Donc c'est plus de ce côté-là où j'ai trouvé que c'était un petit peu mal classé. Par contre c'était juste trop chouette. Bon, encore une fois c'est une histoire jeunesse dans laquelle on va suivre des orphelins, histoire de s'émanciper de la figure parentale et de l'autorité pour permettre aux protagonistes de faire un peu tout ce qu'ils veulent. Bon, on a l'habitude de ce genre de liberté, c'est vrai que c'est un peu redondant à force. J'aimerais bien un jour tomber sur une histoire jeunesse dans laquelle on a vraiment des enfants avec un cadre familial plutôt strict, enfin normal en soi, pourtant qu'ils arrivent à faire leurs aventures. Voilà, je pense sincèrement que c'est possible et que s'il y a des auteurs parmi vous, ça peut valoir le coup d'écrire quelque chose comme ça. Moi je suis pas autrice. Mais clairement je trouve que c'est encore toujours la même facilité de scénario qui est utilisée. Malgré tout, j'ai adoré ce premier tome. Comme je vous disais, j'ai adoré l'ambiance surtout et je suis bien curieuse de continuer cette saga, replonger dans cette histoire. Et concernant la date de publication de la suite de cette saga, je suis pas tellement sûre de moi, mais j'ai vu qu'il y avait une fiche produit sur Amazon, comme quoi il sortirait en mars 2024, donc ce sera peut-être l'occasion. Ça fait à peu près 2 ans quand même après l'apparition du premier tome, mais on n'est pas sur de la traduction, mais sur une autrice française, et en général, lorsque ce ne sont pas de la traduction, faut quand même attendre que le livre soit écrit tout simplement, donc c'est normal que ce soit un peu long parfois. Ensuite, dans les sagas dans lesquelles je suis à jour, ça fait un petit moment maintenant, je suis à jour dans la saga Origine, le spin-off de Lux de Jennifer Alaman-Schout, une de mes autrices de fantastique young adult préférées. Vraiment, j'adore ce qu'elle écrit. Bon, elle fait pas que du young adult aussi, hein, mais vraiment Lux, c'est juste génial et je m'attendais pas à l'aimer autant lorsque je l'ai lu, mais Origine c'est encore mieux. Sauf que ce n'est pas qu'une trilogie et il y a des tomes suivants de prévus. Elle a notamment prévu un tome 4 qu'elle pense publier vers le milieu de l'année 2023 ou l'automne. Bon, je pense que ça sera surtout en automne ou en 2024 parce qu'on n'en entend pas du tout parler. Et avant que ce soit traduit, je pense qu'il y aura un petit peu de temps aussi. D'autant plus qu'en ce moment, j'ai lu, ils sont plutôt partis sur la saga Harbinger et je sais plus où ils en sont, mais ils ont aussi traduit la saga Titan. Bref, ils ont un petit peu de travail de traduction de Jennifer Alaman-Schout pour ne pas avoir à anticiper et à traduire tout de suite dans la foulée dès qu'il sortira. Bref, ça reste quand même un livre que j'attends avec impatience et j'ai hâte de pouvoir continuer cette saga que j'aime tant. Comment vous décrire Origine sans spoiler Lux ? Alors ici l'histoire se passe dans notre monde suite à une invasion extraterrestre et on va suivre du coup dans Lux une protagoniste et dans Origine une autre qui sont des adolescentes qui vont se retrouver mêlées à ces créatures, un peu à ce monde-là et surtout qui vont découvrir beaucoup de choses autour de la manipulation génétique en particulier et des complots qu'il peut y avoir autour de l'armée et tout ça. J'ose pas trop vous en dire plus parce que je pense que même avec ce que je vous ai dit, je vous ai déjà spoilé certaines choses malheureusement. C'est très compliqué d'en parler mais globalement on est sur du fantastique young adulte, sur de la romantasy, il y a toujours une histoire d'amour à la clé. Et franchement j'aime tellement, mais c'est trop chouette et je trouve que... Et on a des protagonistes qui malgré tout sont assez indépendantes aussi, des femmes battantes, fortes et qui peuvent être plutôt inspirantes aussi je pense pour certaines adolescentes. Bref, j'aime énormément et j'ai hâte de pouvoir lire la suite un jour peut-être. Ensuite, dans mes sagas en cours, j'ai la saga Vampiria America de Victor Dixon publiée dans la collection R. Et pour le coup, j'ai aucune idée de quand est-ce que le tome 2 sortira. Mais ce sera une trilogie, puisqu'il s'agit d'un univers dans lequel l'auteur a décidé de faire 12 tomes au total, en les faisant par arc narratif de 4 trilogies. Et du coup, il a déjà fini la première trilogie Vampiria. On est sur le début de Vampiria America, qui est sorti en juin dernier, donc c'est tout récent. Et pour l'instant, aucune info sur le tome 2, mais ça me semble plutôt normal en fait, pour lui laisser le temps de l'écrire et tout ça. En tout cas, j'ai adoré ce tome qui donne un nouveau souffle, un nouvel élan à la saga Vampiria, puisqu'ici l'histoire se passe toujours dans le même contexte, c'est-à-dire que le roi Soleil est devenu immortel, il règne sur la Magna Vampiria, donc la France et quelques royaumes alentours, et en fait il a vampirisé la haute société, ce qui fait que l'on a encore plus d'écart dans les classes sociales et les roturiers, donc les humains de plus bas étage, sont complètement à la merci des vampires où ils doivent une dîme, etc. Mais alors là, on n'est plus en France, mais aux États-Unis, enfin en Amérique, parce que les États-Unis n'ont jamais connu l'indépendance, et en fait pour montrer la supériorité
fêter des vampires. Tous les ans, il y a un bal sanglant qui est organisé au Necropolis Palace qui consiste à vampiriser 13 personnes qui sont un peu tirées au hasard. Et on va suivre 6 personnes qui ont tout perdu à cause des vampires qui décident de se venger. Et pour ça, ils vont prendre en otage les futurs vampires et du coup s'enfermer dans le Necropolis Palace et tout ça. Bref, c'est génial. Ce que j'ai adoré ici, c'est surtout qu'on suit plusieurs personnages, du coup on a plusieurs points de vue, ce qui donne du dynamisme au récit. Ça permet de ne pas s'ennuyer et surtout d'avoir un récit qui est vivant alors qu'on est dans un huis clos. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de ce côté-là. L'auteur nous mène en bateau du début à la fin. Vraiment, lui, il a prévu son truc et moi, j'ai rien vu venir. Et c'était génial. J'ai trouvé hyper intéressant cette histoire et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de ces personnages, du coup, dans les tomes suivants. Ensuite, toujours en fantastique, mais cette fois-ci dans un genre un peu plus lit, j'ai lu le premier tome d'Avery Brookwell, donc Bienvenue à Salem, de Jia River, publié chez Bookmark. C'est une autrice française d'ailleurs. Le tome suivant paraîtra le 18 octobre 2023, donc très prochainement. J'ai hâte de pouvoir le lire parce que j'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome, vraiment une petite pépite. Dans cette histoire, on va suivre Avery Brookwell qui est une enquêtrice privée en fait, qui va se retrouver à devoir enquêter sur un meurtre à Salem. Quand elle arrive là-bas, eh bien aucun des habitants de la ville ne la laisse enquêter, ne lui divulgue aucune information, vraiment. Elle se sent complètement rejetée dans cette ville alors qu'elle est obligée d'y être parce qu'en fait, clairement, il faut bien qu'elle fasse son travail et qu'elle comprenne pourquoi cette jeune adolescente a disparu et qu'elle ramène des preuves en fait à son père qui l'embauche. Bref, Avery va donc essayer coûte que coûte de trouver des informations et ça va pas être si simple que ça, surtout que la seule personne qui a l'air d'être dans son camp, c'est le chat qui hante la maison dans laquelle elle réside. Franchement, pas si évident que ça. Mais j'ai adoré l'ambiance de Salem, est juste géniale. On a une petite romance qui est plutôt chouette, un système de magie très intéressant. Bref, j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite un jour et ça va arriver très bientôt puisqu'il sort en automne. Ça va être parfait ça pour le challenge frisson d'octobre. 18 octobre, ouais, j'ai le temps de le finir avant le 31. Bonne idée. Et ensuite, j'ai Seul un monstre de Vanessa Len, publié aux éditions Lumen. Et pareil, ça c'est une saga fantastique dans laquelle je ne serai pas à jour pendant très longtemps puisque le tome de Jamais un monstre est prévu pour le 7 septembre, donc ça va arriver très vite. Bref, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de cette saga parce que le système de magie est formidable. Ici, on est sur une histoire qui va parler de voyage dans le temps. En gros, on a des monstres qui sont capables de prélever des quantités de vie sur chaque personne qui vont pouvoir toucher un endroit assez particulier dans la nuque, je crois. En fait, en touchant les autres, ils vont pouvoir récupérer une petite portion de leur vie et ensuite échanger ce temps de vie qu'ils auront récupéré des autres pour voyager dans le temps. Un système de magie super intéressant qui permet en plus de faire du voyage dans le temps. Vraiment, j'étais aux anges. Et ici, on va suivre Joanne Chang qui clairement ne sait pas vraiment qu'elle est capable de faire ce genre de choses jusqu'au jour où elle voyage dans le temps et elle va finalement trouver de l'aide en la présence de son pire ennemi. Enfin, vraiment, l'héritier de la famille complètement ennemie. On est un peu sur une réécriture de Roméo et Juliette, mais pas vraiment, avec du voyage dans le temps. Bref, c'est génial. J'ai adoré cette lecture, même si pour moi le rythme est un petit peu inégal et au milieu du roman, on a un petit ventre mou, un moment où on s'ennuie un peu et où les choses prennent un petit peu trop de temps. Une fin qui, du coup, au contraire, au regard du milieu du roman, nous semble un petit peu plus précipitée, mais malgré tout, j'ai hâte d'en apprendre plus, de découvrir un peu plus de choses sur cette histoire qui est vraiment super intéressante dans un contexte avec un système de magie qui vraiment est exceptionnel. Toujours en fantastique, j'ai lu Dark Rise de C.S. Pacat, publié aux éditions Big Bang. Ici, c'est une histoire qui se passe à Londres, mais un Londres assez particulier, puisque pendant un temps, il y avait l'ancien monde, un monde qui n'existe plus, dans le sens où le roi obscur a tout éradiqué sur son chemin, les choses se sont progressivement reconstruites, etc. Mais là, plusieurs indices montrent que le roi obscur risque de refaire surface, et on va suivre Will et Violette qui se retrouvent en fait plongés dans un monde de magie, des stewards, etc. où ils vont avoir à se battre et à défendre le monde contre les ténèbres. Bref, c'était génial et j'ai hâte de pouvoir lire la suite un jour, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera le cas. On continue maintenant avec les fantaisies dans lesquelles je suis à jour et j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Je crois que c'est le genre où j'ai le plus de livres à vous présenter. Pourtant, j'ai pas l'impression de lire spécialement plus de fantasy que d'autres genres. En jeunesse, tout d'abord, je suis à jour dans Mémoire de la forêt de Michael Bras-Arnaud, illustré par Sanoé et publié chez École des loisirs. Le tome 3 sort cet automne, en octobre plus précisément, et j'ai trop hâte.
Le premier tome, c'était une histoire qui se passait en été, dans lequel on parlait de la maladie d'Alzheimer, ou plutôt appelée la maladie de l'oubli-tout dans cette histoire jeunesse. Et dans le premier tome, on suit donc Ferdinand Top qui part dans une grande aventure dans ce petit monde magique, cette forêt enchantée, peuplée d'animaux qui sont dotés de paroles. Et donc Ferdinand Top va partir à la recherche de ses souvenirs en compagnie de son ami Archibald Renard, qui tient une librairie au cœur du grand chêne de Belle-Écorce. Dans le deuxième tome, en fait, Archibald Renard apprend que cette librairie n'appartient pas spécialement à sa famille depuis toujours. En tout cas, il paraîtrait que Monsieur Loup considère que c'est la sienne, et du coup, il va partir un peu à la quête des carnets de Cornelius Renard, son grand-père, pour apprendre ce qu'il a pu se passer entre les loups et les renards, et surtout savoir si cette librairie est bien son héritage ou pas. C'est hyper intéressant, il y a beaucoup de poésie, de douceur, de délicatesse dans ces romans, et en plus de ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que même si l'histoire se passe dans un univers un peu féerique, une forêt enchantée peuplée de petits animaux qui sont dotés de la parole, etc., je trouve qu'il y a plusieurs choses dans les thèmes abordés qui peuvent être réutilisés, soit pour enseigner des choses aux plus jeunes, soit tout simplement pour prendre conscience de certaines choses tout simplement dans notre quotidien. Bref, l'auteur a inclus énormément de sujets très intéressants dans ses livres et je vous invite vivement à les découvrir en les lisant. Moi en tout cas j'ai hâte de découvrir le tome 3 cet automne qui portera du coup sur l'hiver, et il y aura 4 tomes, un par saison. Ensuite j'ai lu le premier tome d'une duologie, Le Manoir de Lexage de Lyndall Clipston, publié aux éditions Stardust, et celui-ci, je ne sais pas quand la suite sortira chez Stardust, mais il est déjà paru en anglais, donc ce n'est qu'une question de temps, le temps qu'il soit traduit, etc. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite de cette duologie qui est juste formidable. J'ai adoré l'histoire de Lexage. Ici, on est sur quelque chose de plutôt sombre, puisque l'on va suivre deux enfants qui sont un peu persécutés par leur belle-mère et qui décident de s'échapper, et ils trouvent refuge dans le manoir de Lexage, un endroit qui est peuplé par Rohan, un jeune homme solitaire qui est accusé d'avoir tué l'ensemble de sa famille. Il serait un peu particulier, peut-être même maléfique, mais en tout cas, le lac qu'il y a aux abords de ce manoir est très particulier puisque ses eaux noires recèlent de la magie maléfique. J'ai adoré cette lecture, c'était juste génial. Il y a des choses que je n'ai pas vu venir, j'ai été emportée dans l'ambiance, on a une petite romance qui est assez sympa même si on sent le triangle amoureux qui arrive, et ça pour le coup ça me tente un peu moins. J'ai vraiment aimé la manière dont l'autrice joue avec la religion aussi dans son roman. Franchement c'est hyper intéressant. Le système de magie aussi, le système de magie est assez original, il est très centré sur la place de la nature aussi, c'était trop bien. J'ai été emportée dans ce roman, j'ai adoré l'ambiance plutôt sombre, parfaite pour la saison automnale. Si vous recherchez de la fantasy young adulte, ou plutôt même de la romantasy young adulte, puisqu'il y a un petit peu de romance aussi, dans une ambiance un petit peu sombre, un peu frissonnante, et ben je vous le recommande vivement, c'était trop bien. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant parce que vous le savez peut-être pas, mais j'aime pas vraiment avoir peur. Pourtant là c'est juste ce qu'il faut, enfin ça fait pas vraiment peur mais c'est un peu frissonnant, et en fait il y a beaucoup de mystères qui planent au-dessus de ce manoir, de ce lac, etc. Et en fait ce que j'ai apprécié aussi ici, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui ont des grandes destinées mais qui vont devoir apprendre à maîtriser leur pouvoir pour pouvoir accomplir ces destinées là. Je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai lu le premier tome de Twin Crowns de Catherine Doll et Catherine Weber, publié aux éditions Bayard, et le deuxième tome paraîtra en novembre, donc j'ai plutôt hâte de découvrir la suite. Ici on est sur une romantasy qui va se passer dans un univers un peu désertique, qui va vous emporter dans une ambiance très sympa. Dans cette histoire on va suivre deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. L'une est une princesse destinée à régner sur le peuple, tandis que l'autre est une sorcière qui a été clairement reniée par sa famille, puisque tout ce qui a trait à la magie est complètement rejeté et banni en fait de ce royaume. En même temps j'ai vraiment trouvé ça sympa. Pour le coup c'est pas la lecture du siècle, il y a beaucoup de choses qui sont très prévisibles et les personnages ne sont pas tout à fait suffisamment approfondis à mon goût, mais j'ai vraiment apprécié découvrir cette histoire. Je trouve que c'est très intéressant sur tout ce qu'il aborde du côté du rejet de la magie, etc. Et en même temps, j'ai bien aimé le côté grande destinée avec cette sœur sorcière qui s'est préparée toute sa vie à usurper l'identité de sa sœur pour essayer de démanteler en fait tout ce système politique en place. Bref, c'était vraiment super chouette et j'aimerais en apprendre plus sur certains lieux qu'on voit que très peu dans ce livre et qui mériteraient d'être un peu approfondis. Je sais pas du tout si c'est le sujet du tome 2, mais en tout cas, je suis bien curieuse d'en apprendre plus sur ces lieux-là, donc pourquoi pas, et franchement ça me tente beaucoup et j'ai hâte de le découvrir en novembre. J'ai également lu le premier tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Judson, publié chez Brajlon, dont le deuxième tome paraîtra en octobre, et franchement j'ai trouvé ça super sympa. Clairement, j'ai eu un petit peu de mal avec certains personnages, mais globalement j'ai adoré cette lecture. Ici, on va suivre Lara, la fille du roi de Maridrina, qui a été formée toute sa vie pour devenir l'épouse du roi Dithikana et surtout en fait
fait être l'espionne de son père dans une guerre en fait entre des royaumes, tout simplement parce que le royaume d'Itikana possède le pont des tempêtes, un pont d'échanges commerciaux, et du coup ils ont un peu la main mise sur toutes les denrées commerciales qui peuvent circuler sur ce pont là, et donc forcément Maridrina souhaite espionner Itikana pour savoir quelles sont les libertés qu'ils peuvent prendre par rapport à tout ça et potentiellement lancer une guerre en fait contre eux tout simplement. Bref, c'est très intéressant à suivre. J'ai apprécié le fait que Lara ait à s'adapter en fait à ce nouvel environnement, puisqu'elle se retrouve d'un coup du jour au lendemain à Itikana en tant que future épouse du roi, et elle va tout découvrir alors que elle s'était préparée dans son désert, rien à voir avec ce qu'elle pouvait attendre finalement, et elle va vite déchanter par rapport à ce qu'elle va réellement découvrir sur place. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le personnage d'Aren, donc le roi d'Itikana, qui je trouve est plein de nuances, et j'ai apprécié qu'on y découvre un personnage fragile, parfois plein de doutes, qui doit prendre des décisions difficiles pour son royaume et qui sont pas toujours en accord avec ce qu'il voudrait réellement, mais qui n'a pas vraiment le choix. Et vraiment de ce côté-là, ça m'a grandement plu. En plus de ça, l'univers est assez intéressant. On voyage entre différents lieux, on passe même un moment en mer. De ce côté-là, rien à redire, si ce n'est que j'ai eu un petit peu de mal avec la romance entre Aren et Lara. J'ai trouvé en fait, je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher en fait à l'alchimie qu'il pouvait y avoir entre ces personnages, et je pense que c'est grandement dû au personnage de Lara auquel j'ai pas vraiment accroché. Mais je suis quand même très curieuse de découvrir à la suite de cette saga, donc ce sera fait très prochainement puisque le tome 2 sort en octobre comme je vous le disais. Toujours en fantasy, j'ai lu récemment La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publiée aux éditions Stardust. D'ailleurs je vous en ai reparlé à plusieurs reprises et j'ai hâte de lire la suite qui sort en septembre et qui nous apportera sûrement de nombreux éléments. En tout cas, j'ai vraiment apprécié la fin de celui-ci et ce que ça peut amener comme indice pour la suite, donc ça me tente beaucoup. Ici c'est une histoire dans laquelle on suit Alosa, la fille du roi pirate, qui doit retrouver une carte au trésor pour son père, et pour ça elle se fait passer pour prisonnière à bord d'un navire pirate de manière à monter à bord tout simplement et à pouvoir enquêter en fait dans ce navire ennemi pour trouver la carte. Alors pour le coup, sa recherche de la carte est très longue et pour moi c'est le point négatif de ce roman, c'est que c'est long en fait de ce côté là. Elle prend beaucoup trop de temps selon moi à chercher la carte alors qu'elle est sur un simple navire, je veux dire elle peut pas partir ailleurs, et du coup c'est un petit peu long de ce côté là. Néanmoins j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes et surtout autour de l'héritage d'Alosa, donc j'ai hâte de découvrir ça dans le deuxième tome qui paraîtra en septembre, donc très prochainement. On continue avec une lecture que j'ai terminée il y a peu. Il s'agit du Cœur du Prince Corbeau de Tessonia Odette, publié chez Corrigan, qui est en français le premier tome des Royaumes des Fae, mais en anglais c'est le deuxième. Ça a été un coup de cœur. Du coup j'ai trop hâte de lire la suite, enfin la suite du coup de revenir en arrière et de lire le premier tome quand il sera traduit. Ça arrivera très prochainement puisque le destin du roi loup, donc le deuxième tome, est prévu pour le 4 octobre, donc très bientôt. Donc comme je vous le disais, en fait les deux premiers tomes ont été inversés lors de la traduction, néanmoins celui-ci se lit très bien sans avoir le premier tome sous la main, même si je sens qu'on passe quand même à côté de quelque chose puisqu'à la fin de celui-ci on retrouve des personnages du tome 1 et du coup on perd un peu ce côté clin d'œil en fait de retrouver ces personnages et d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Si vous recherchez une romantasy young adulte qui est une réécriture de Cendrillon, ça pourra grandement vous plaire. En tout cas, moi j'ai adoré le fait que ce soit une réécriture de Cendrillon. Déjà parce que c'est plutôt original dans les réécritures de contes, mais pas forcément pour ça parce que de base je suis pas vraiment attirée par les réécritures de contes. J'ai surtout aimé en fait les petits clins d'œil que l'on y retrouve et les grandes libertés que l'autrice a pu prendre autour du conte original. J'ai apprécié l'univers de Féerie qui ne se limite pas uniquement à des faées mais à d'autres types de créatures et c'est trop chouette. Le côté système de magie qui lui repose essentiellement sur des glamours qui permettent de prendre différentes apparences mais aussi sur des métamorphoses en différents animaux. Ça c'était génial, j'ai aimé le fait que les personnages puissent voler tout simplement. C'est un peu bête mais j'ai trop aimé ça et surtout j'ai grandement apprécié la romance entre les personnages qui prend son temps, qui se développe au fur et à mesure et qui est très intéressante, qui permet d'avoir le temps de découvrir les personnages et en particulier le prince Franco qui est un personnage qui a grandement à apprendre en fait pour se développer et qui manque beaucoup de confiance en lui au départ. Je crois que j'aime les princes et les rois qui manquent de confiance en eux. En tout cas, j'ai vraiment apprécié toutes ces choses-là. Malgré tout, on y trouve quand même quelques petits bémols, dans le sens où l'univers n'est pas des plus développés, il manque quelques éléments sur le passé des antagonistes, etc. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça, au contraire, j'ai adoré cette lecture qui a été un coup de cœur et je vous la recommande vivement si jamais ça vous intéresse.
La saga suivante dans laquelle je suis à jour et dont j'attends la suite, c'est Souveraine de Laura Sebastian, publié chez Casterman. Le tome 2 paraîtra le 1er novembre 2023, donc très bientôt aussi. Je serai pas toujours à jour du coup. Dans cette histoire, on suit trois sœurs, Sophonia, Daphné et Béatrice, qui ont été élevées en fait par leur mère, la Souveraine, pour devenir épouses dans les royaumes ennemis, de manière à semer la discorde et faire en sorte que leur mère reprenne le pouvoir sur l'ensemble des royaumes. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, puisqu'une fois qu'elles se retrouvent envoyées dans les différents royaumes en tant qu'épouses, elles vont découvrir des choses et finalement se rebeller contre leur mère, et c'est très intéressant à suivre. Ce qui est très intéressant ici, c'est surtout de suivre les différents points de vue, puisque à chaque chapitre on change de point de vue d'une sœur à une autre, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute cette histoire politique entre les personnages et les différents pays. Des pays qui n'ont pas les mêmes coutumes, ce qui apporte de la variété dans l'ensemble de l'histoire, et j'ai trouvé ce roman vraiment captivant. J'ai été prise dans cette histoire du début à la fin et j'ai hâte de pouvoir un jour découvrir la suite, même si peut-être que je le relirai à ce moment-là parce que je l'ai tellement aimé, mais en même temps je l'ai lu il y a un petit bout de temps et j'ai un petit peu oublié l'histoire depuis. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Les Chroniques d'Ephélia, dont j'ai lu le premier tome, Le Grimoire des Enchantements, en juillet. Donc c'est de Rêve Plume et c'est publié aux éditions du Sable et des Cailloux. Dans cette histoire-là, on va suivre Louveline qui est persécutée en fait dans son école et qui un jour va découvrir un dragon qu'elle va prendre sous son aile, ce qui va lui permettre de prendre confiance en elle, de se rendre compte qu'elle peut apporter des choses aux autres, mais surtout, lorsqu'elle va trouver ce dragon-là, elle va être aussi témoin de certaines choses qui ont attrait à la disparition du Grimoire des Enchantements, ce qui va faire qu'elle va se rendre dans le royaume d'Ephélia pour dénoncer les choses qu'elle a pu observer et se retrouver alors prise dans toute la quête et l'aventure autour de la recherche du Grimoire des Enchantements en compagnie de ses amis. Bref, c'est génial de ce côté-là. On a un personnage qui évolue grandement dans un univers fantastique qui est très intéressant, et en même temps j'ai apprécié les différents termes qui étaient inventés et propres à l'univers qui permettent de s'immerger dans cette fantaisie, mais j'ai trouvé que c'était dommage en fait de les mettre en comparaison avec des termes plus habituels pour nous, et du coup ouais, de ce côté-là ça m'avait un peu dérangé parce que j'avais l'impression parfois d'être dans une fantaisie très développée et d'autres fois un peu moins. Malgré tout, c'était génial, j'ai apprécié cette lecture. Il y a 7 tomes de prévus, mais je ne sais pas du tout pour quand ils seront publiés, donc peut-être que je le relirai au moment où je continuerai cette saga. Voilà donc pour cette vidéo dans laquelle je vous présente toutes les sagas dans lesquelles je suis à jour. Je vous retrouve très prochainement dans une vidéo pour vous présenter les sagas en cours, et il y en a beaucoup aussi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Je vais faire tomber les trucs, c'est pas possible.